Bonsoir, bienvenue dans Talkback GP, le premier débrief de la saison 2025. C'est tout de suite, c'est maintenant. Talkback GP, Grand Prix de Thaïlande, c'est parti. Voilà, bonsoir, vous aurez certainement rectifié, ce n'est pas le premier débrief Talkback GP, mais c'est le premier parce que c'est le premier de ce championnat 2025. On avait débriefé les essais d'avant-saison. Et donc, comme pour ces débriefs d'avant-saison, on retrouve notre ami et correspondant sur place en Thaïlande. Il est encore à Bangkok, c'est Michel Turcot. Bonsoir Michel. Salut Eric, salut tout le monde. Tu vas bien ? Bah écoute, ouais, je vais pas mal. Est-ce que tu as pu un peu redescendre au niveau de température parce que on l'avait prédit, hein, il allait faire très très chaud ce week-end et ça s'est confirmé. Comment c'est à Bangkok ? C'est un peu plus supportable ? Ouais, c'est pareil, c'est aussi pollué, hein, parce que c'est vrai qu'alors Buriram, on imagine la campagne et le bon air frais, mais bon, déjà l'air il est pas frais. En plus, il y a énormément de pollution dans ce pays parce que les paysans font brûler les champs en cette période de l'année et c'est vrai que c'est pas terrible au niveau de la qualité de l'air, mais bon. Voilà, on va pas rester toute une vie, donc c'est pas très grave. Ok, parfait. Alors Michel, j'ai une question à te poser. Est-ce que si je te dis quel est l'homme du week-end, selon toi, ça serait qui ? Bah écoute, c'est compliqué de pas évoquer. Alors, je vais te couper tout de suite parce que je vais te donner la réponse. Elle s'affiche derrière moi. Voilà, l'homme du week-end, il est au milieu. Voilà, quand on vous dit que Michel Turcot est sur place, je crois que ça peut pas mieux illustrer. Alors, moi, je vais me pousser un petit peu. Voilà, ça c'est Michel Turcot. C'est après la conférence de presse, Michel, j'imagine. Ouais. Bah écoute, tu sais que j'aime pas trop m'afficher comme ça, mais là j'ai profité. En fait, il y avait la conférence de presse. Maintenant, elle est un peu plus longue parce qu'il y a une partie avec les pilotes s'expriment dans leur langue natale avec les journalistes de chez eux. Donc moi, je suis resté avec les Espagnols et à la fin, ils ont fait des photos. J'ai dit bon bah écoutez, moi aussi, je vais en faire une. Voilà, c'était le petit. C'est mon petit plaisir. Et c'était quand même un moment historique, hein, parce que deux frères aux deux premières places d'un Grand Prix en classe reine, c'était jamais arrivé. Donc voilà. Bon. Il fallait immortaliser l'instant et tu as tout à fait raison, Michel, de le faire. Tu lui as remis un livre également, puisqu'on se rappelle que tu avais fait le livre l'an passé. Ouais, bon, ça, ils en ont quelques-uns, mais voilà, bon, ça, quand je serai retraité, je mettrai la photo sur le mur de mon bureau. On n'aura pas la souvenir. Bon, allez, plus sérieusement, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet et on va débriefer ce Grand Prix de Thaïlande. Bon, on va pas trop s'éloigner de la photo finalement, Michel, parce que, alors, on va pas faire du Marquez pendant toute l'émission, mais c'est clair, on l'attendait. On attendait de voir comment ça allait se comporter dans le box des Rouges. Et puis, on peut résumer aussi la chose de la façon suivante en disant qu'un Marquez peut en cacher un autre. Bref, Marc Marquez était attendu. Bref, Marc Marquez a répondu présent. Bah oui, Eric, tout à fait. Il est présent depuis l'an dernier, depuis qu'il est revenu au mieux de sa forme et qu'il a récupéré une Ducati. Et c'est vrai que il l'a dit, hein, ces couleurs. Enfin, bon, les essais hivernaux, les premiers, les a pas fait en rouge. Enfin, quoique s'il était en rouge, c'était pas le rouge Ducati. On se souvient qu'à Barcelone, même si au niveau du chrono, il n'était pas forcément le premier. Je crois qu'il était quatrième temps sur la journée test de Barcelone, mais il était déjà très content, très heureux d'essayer cette nouvelle moto qui était à l'époque, la moto a pas trop changé puisque finalement il roule avec une GP25 qui est quasiment une GP24 puisqu'on sait que donc on a décidé de rester pour les deux années qui arrivent avec le moteur de la 24. Donc au niveau moteur, ils ont la même moto, des petites évolutions châssis. Mais globalement, voilà, Alex Marquez qui a lui aussi récupéré une 24, les deux frères aujourd'hui tous les pilotes Ducati ont à peu près la même machine. Tout ça pour dire qu'il s'est senti à l'aise sur cette moto dès ses premiers tours de roue à Barcelone. Ça s'est confirmé à Sepang et comme il l'a dit, c'est Barcelone et Sepang, c'est deux circuits où il a jamais été super bien, Marc. Et là, il s'est senti bien avec cette moto, donc il était hyper confiant pour démarrer la saison. Et voilà, donc il a fait carton plein, pole position, victoire au sprint, victoire du Grand Prix, record du Tour, et tout ça. Je vais pas dire les doigts dans le nez, mais il y avait un peu de ça quand même hier après-midi.
On va y revenir justement, Michel. Moi, ce que je voulais voir avec toi, Michel, pour que tu nous donnes un petit peu l'atmosphère du paddock, parce que ici, depuis la France, on entendait tout le week-end, ça va être la guerre, comment ça va se passer, etc. La guerre psychologique par-ci, Marquez va éteindre Bagnaia par-là. Comment, toi, tu l'as senti dans le paddock? Comment ça vit? Parce qu'on a eu Tardozzi qui disait ce sont des garçons très intelligents, on n'aura pas de problème pour gérer tout ça. Comment, toi, tu l'as senti pour ce premier Grand Prix? Même si on ne va pas tirer des conclusions hâtives, hein, on n'en est que sur la première épreuve. Mais comment tu as senti l'atmosphère autour de ce team Ducati? Est-ce que c'est vraiment ce que recherchent les gens, à savoir quand est-ce que ça va monter un peu en mayonnaise, en ébullition? Ou est-ce que c'est plutôt serein dans le box? Écoute, pour l'instant, tout se passe bien. L'atmosphère est bonne. Les deux pilotes, quand ils sont côte à côte, ils ont des échanges très cordiaux. Je pense que on connaît Bagnaia. C'est un pilote très sympa, très poli, qui déteste les conflits, qui déteste la polémique. Donc, il va pas la chercher. Marquez, il a quand même beaucoup mûri. On sait que c'était un chien fou qui a fait un peu n'importe quoi, mais enfin, on va pas répéter toutes les épreuves qu'il a traversées, mais aujourd'hui, c'est plus le même pilote qu'il était en 2015, pour faire référence à ce qui s'est passé cette année-là. Et il a d'ailleurs souligné, il a dit j'ai une super moto, mais j'ai aussi une super équipe. Il s'est super bien intégré, il s'est fait accepter par les Italiens. Je pense qu'il a une attitude hyper positive. Il échange avec Pecco aussi pour développer cette moto. Pour l'instant, je pense que tout se passe bien. On a bien vu que Daligna, à l'arrivée, qui est venu embrasser la moto de Marquez, c'était aussi un signe fort, parce que je pense que Daligna, on lui a reproché de ne pas avoir choisi Martin, avoir choisi Marquez. Lui, il a dit, moi, je choisis les meilleurs pilotes. Voilà, je pense que ce qui s'est passé hier lui donne raison. Marquez, ça reste aujourd'hui, si ce n'est le plus fort, mais en tout cas l'un des meilleurs, l'un des tout meilleurs, l'un des plus grands champions de l'histoire des Grands Prix. Donc, voilà, pour l'instant, Bagnaia a été dominé. On en parlera après, mais il a expliqué. Enfin, en tout cas, il sait pourquoi. Il sait pourquoi il est un petit peu en retrait ce week-end. Donc voilà. Après, certainement, la tension va monter en fonction de ce qui va se passer. Mais c'était la première course. Le résultat correspond à ce qu'on imaginait après les tests. Voilà, cette première course, elle arrive aussi après 2 journées de tests à Buriram. Donc, il y avait déjà quand même des idées de ce qui allait pouvoir se passer. Donc voilà, laissons le championnat se décanter. On reparlera de l'ambiance chez Ducati peut-être dans quelques semaines ou voire dans quelques mois. Justement, est-ce que tu serais d'accord avec moi si je te disais que finalement, c'est justement un bien que Marquez se soit imposé, parce que du coup, il va être peut-être un petit peu plus serein. Comme tu l'as dit, il s'est fait accepter par tout le monde. Donc là, maintenant, entre guillemets, ça pose le cadre. Alors que par rapport à ses attentes, si le résultat n'avait pas été celui-ci, est-ce que au contraire, ça aurait pu peut-être, non pas l'agacer, mais peut-être l'irriter un petit peu par rapport à ce qu'il était peut-être en mesure d'attendre? Tu vois ce que je veux dire? Le côté, là, maintenant, ok, je sais, c'est bon, j'ai gagné, j'ai posé mon empreinte, j'ai posé mes marques, donc maintenant on peut avancer plus sereinement. Oui, c'est sûr que ça aide. Après, voilà, encore une fois, par rapport à tout ce qu'il a vécu, l'an dernier, ça a été vraiment une année de reconstruction. Il a retrouvé au-delà de la performance, il a retrouvé aussi du plaisir à rouler. Il a encore répété. Grésini l'a super bien accueilli. L'ambiance familiale de cette équipe l'a aidé à retrouver, voilà, ne serait-ce que le plaisir d'être là, d'être sur les grands prix, d'être sur les circuits, de piloter cette moto. Voilà, aujourd'hui, il s'amuse, il se fait plaisir, il sait par quoi il est passé. Donc, tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est du plus, c'est du bonheur. Et je pense qu'il a vraiment envie d'en profiter. Le fait qu'il se retrouve aussi avec son frère pour la bagarre, à la fois en sprint, à la fois dimanche après-midi, sur le podium, tout ça. Il a beaucoup parlé de ses parents. Il y avait son père à l'arrivée. Ils ont eu des mots pour leur mère, les deux. Voilà, c'était un vrai moment de bonheur. Il a même dit c'est peut-être le meilleur week-end, le plus beau week-end qu'il ait vécu en Grand Prix. Voilà, c'est cette idée de partage. C'était un beau week-end, donc je pense que c'est pas le moment de chercher des poux Exactement, là où il n'y en a pas, quoi.
Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Et comme tu disais, on va laisser le temps au temps et le temps des polémiques viendra peut-être. Et s'il ne vient pas, ça sera d'autant mieux. Alors, avant de passer à Pecco, on va justement rester sur la fratrie Marquez parce que, comme tu l'as souligné en début de ce débrief, c'est la première fois dans l'histoire du MotoGP que on retrouve un doublé. Et alors, évidemment, dans l'histoire, c'est assez récent, mais à la fois en sprint et à la fois lors du Grand Prix, avec les deux frères sur les deux premières places. Alex Marquez, bon. On va pas se mentir, le dimanche, il s'est pas trop fait d'illusions. Il savait que derrière son frère, on reviendra sur les raisons, mais il savait que son frère serait plus fort. Mais en tout cas, ça donne un superbe résultat final d'avoir Alex Marquez à côté de son frère. Ouais, après, Alex, il a dit, il a récupéré cette GP24 avec laquelle il roule aujourd'hui, lui plaît beaucoup mieux. Il est capable de faire des choses qu'il n'arrivait pas à faire avec la GP23. Je me souviens que cette GP23, il y a quand même un paquet de pilotes qui ont été en difficulté, Bezzecchi notamment, qui après avoir été 3e du championnat avec la GP22 a été en galère l'an dernier. Donc voilà, lui, il se retrouve une moto avec laquelle il est bien. Il fait des tests hivernaux sur des circuits où il a toujours été rapide, comme Barcelone et Sepang. Donc ça le met en confiance. Il fait des bons chronos. Il était là, il est performant. Il a une moto aboutie. Donc voilà, il en profite. Et après, on sait que c'est un bon pilote. Après, c'est évident qu'il y a un gap entre les deux frères. Donc voilà, le palmarès parle de lui-même. Après, Alex, il est quand même double champion du monde. Il était champion du monde en Moto 3, en Moto 2. Alors évidemment, il a profité de son frère, du réseau, etc. On peut dire ce qu'on veut, mais enfin, même si c'est le frère d'eux, il a quand même des résultats. Il a quand même obtenu des résultats que beaucoup d'autres n'ont pas obtenus. Alors, bon, Di Giannantonio était encore convalescent, puisque lui aussi a une GP25, donc on va pas tirer de conclusion sur son premier Grand Prix à Di Giannantonio, mais justement, moi j'en parlais vendredi dans le live. Est-ce que par rapport à tous les observateurs qui étaient présents dans le paddock, justement, la très faible différence entre la GP25 et la GP24 fait qu'aujourd'hui, on peut peut-être s'attendre à des courses plus homogènes, tu penses, toi, Michel, avec le niveau des pilotes Ducati dont Alex Marquez fait partie au final. Et Morbidelli, on va y revenir aussi, mais Morbidelli lui aussi fait une très bonne course. Ah, écoute, on a quand même 2 Ducati de moins que l'an dernier. On a surtout Jorge Martin en moins et Enea Bastianini en moins. Donc pour moi, il y aura moins de domination de Ducati. Enfin, c'est difficile à dire d'ores et déjà, mais autant l'an dernier, on avait 4 pilotes Ducati au-dessus du lot. Là, cette année, voilà, on a 2 super pilotes Ducati. On a Alex Marquez qui fait de belles choses aujourd'hui, qui a d'ailleurs, en soulignant son potentiel, son talent et ses capacités, on rappellera quand même qu'il a dominé aussi Morbidelli, qui lui a cette GP24 qu'il connaît par cœur, puisqu'il roulait déjà avec l'an dernier. Donc, et Morbidelli, il a été vice-champion du monde MotoGP. Donc voilà, ça dit du niveau d'Alex. Mais ouais, pour moi, il y a moins de pilotes très forts chez Ducati qu'il y en a eu avant. Ça, c'est un peu, Ducati a redonné des forces aux autres. Je t'ai perdu. Non, ça va, Michel. On t'entend parfaitement. Juste pour relancer, on est d'accord. Donc, peut-être un plateau un peu plus homogène, mais en tout cas, 3 pilotes, un ton en dessous de Bagnaia et de Marquez. En gros, c'est ça ton analyse, Michel. Ouais, Eric, on se rappelle que quand même Ducati a perdu 3 super pilotes. Martin qui est parti chez Aprilia, Bezzecchi également, et on a Bastianini qui est parti chez KTM. Donc c'était 3 pilotes qui étaient quand même proches de Bagnaia et de Marquez en performance. Aujourd'hui, clairement, on a Marc Marquez et Bagnaia, et avec tout le respect qu'on doit aux autres, que ce soit Alex Marquez qui a fait encore une fois une très belle course, que ce soit Aldeguer qui débute, que ce soit Di Giannantonio qui était blessé, ou encore Franco Morbidelli. Il y a clairement un gap entre les 2 pilotes d'usine et les autres, ce qui était un petit peu différent. Alors, parler d'homogénéité chez Ducati, pour moi c'est compliqué. En revanche, ce changement de rapport de force chez Ducati va profiter aux autres marques, aux autres constructeurs, aux autres équipes. Donc ça sera intéressant, même si ça s'est pas trop vu ce week-end. Alors évidemment, on parle de Ducati, on va
clore le chapitre Ducati avec Pecco Bagnaia. Je trouve qu'il a eu des mots forts dans son débrief d'après-course en disant que Marc avait joué avec eux. C'est surprenant ces mots dans sa bouche, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, il a reconnu, voilà, il savait que ça allait être compliqué pour lui ce week-end, enfin en tout cas compliqué que Marc. Depuis les essais, Marc est un petit peu mieux que lui. À sa décharge, il a eu pas mal de problèmes techniques, notamment à ses pans qui lui ont fait prendre du retard dans lui ce qu'il avait à faire sur sa moto pour lui, pour son pilotage. Donc ce retard, ils ont essayé de le rattraper sur le vendredi du Grand Prix de Thaïlande. Il est obligé de passer en Q1, ce qui n'était pas arrivé depuis 2023, parce qu'il est gêné par Morbidelli. On l'a vu, Morbidelli qui a été pénalisé d'ailleurs pour ça de 2-3 places sur la grille, parce que son meilleur chrono est annulé pour des drapeaux jaunes qui n'auraient pas dû être sortis par les commissaires. Il y a une erreur, mais on l'a pas recrédité de son temps. Là encore, on ne sait pas trop pourquoi. Donc enfin, le week-end s'est mal goupillé, il a pris du retard et bon après voilà il a géré par rapport à ça, il a quand même réussi à faire 2 troisième places et comme il l'a dit, on a une saison avec 22 grands prix, 44 courses avec les sprints, démarrer par 2 troisième places, c'est quand même pas si mal. Voilà, la saison va être longue, l'important sera pas faire d'erreur. Comme un journaliste lui a fait remarquer pendant la conférence de presse, peut-être que l'an dernier, une course comme ça, il serait tombé parce qu'il aurait essayé de revenir à tout prix, il aurait fait une erreur. Là, il a vu qu'il était un petit peu en dessous. Il n'était pas non plus très loin, puisqu'il termine quand même à 2 secondes de Marc, donc c'est pas non plus colossal, abyssal, on va dire. Donc voilà, il démarre un peu moins bien que les autres, mais pas d'affolement. Après, on verra si cette hiérarchie elle se consolide ou si, comme l'a dit Marquez, il y aura des courses avec des conditions différentes, alors, les 2 prochains Grands Prix, on sait que l'Argentine et le Texas, c'est 2 circuits où Marc est très fort. On verra ce que ça donne. Mais encore une fois, c'est sûr que il sait que ça va être plus compliqué pour lui. Il sait qu'il a un coéquipier qui est très très fort, qui est peut-être le plus fort. Donc à lui de pas faire de bêtises et d'essayer de profiter d'éventuelles erreurs de son coéquipier pour tirer son épingle du jeu. Ouais, parce que malgré tout, même s'il termine pas très loin de Marc, comme tu le disais, on l'a vu pendant un moment, pendant la course, faire le yo-yo derrière Alex Marquez, mais finalement, il a jamais réussi non plus à revenir sur Alex. Et comme tu le disais, de toute façon, c'est le début du championnat. Il vaut mieux emmagasiner des points qui lui serviront peut-être en fin de saison. Et je pense qu'il a retenu la leçon de l'an passé où il a lâché trop de points pendant les courses, pendant les grands prix en tout cas. Ouais, exactement, et notamment sur les sprints. Après, il a dit, le sprint, il est toujours un peu gêné parce que, alors ils ont du mal à comprendre pourquoi, mais en sprint, on sait qu'il y a moitié de tour, donc il y a un réservoir d'essence il y a moins d'essence, mais c'est aussi un réservoir plus petit. Et avec ce réservoir plus petit, il dit qu'il a des problèmes de rythme de course. Il ne sait pas pourquoi ça perturbe, en tout cas, ça le perturbe sur la dynamique de la moto. Donc c'est un point sur lequel ils doivent travailler. Voilà, après, encore une fois, il reste double champion du monde MotoGP, il a de l'expérience, oui. Voilà, moi je pense qu'il va gagner des courses et puis bon voilà, on verra la suite. Déjà voilà, à la Thaïlande, c'était aussi un Grand Prix particulier, les conditions, on l'a dit, il faisait très très chaud. C'est un circuit pour lequel Michelin doit amener une allocation pneumatique très particulière avec des carcasses à renforcer pour pouvoir encaisser les contraintes du circuit. Donc c'est encore une fois, c'est un Grand Prix atypique. On sait que les premières courses de l'année sur les courses outre-mer, c'est voilà, les conditions, les circuits, tout est un peu particulier. Donc on le dit, on le répète chaque année, mais il faut attendre les premières courses en Europe pour mieux voir où se situent les uns les autres. Donc voilà, je pense que c'est pas le moment de tirer des conclusions. On peut analyser ce qui s'est passé, mais pas tirer de conclusions, ça serait beaucoup trop tôt. Ouais, exactement. Et en tout cas, 2 podiums, comme tu le disais, c'est un excellent résultat et ça lance quand même sa saison correctement. Alors, on parlait de Ducati, on va parler d'une autre marque italienne parce que on va dire que c'est la surprise de ce week-end. On va parler d'Aprilia et la surprise, elle est japonaise et c'est Ayogura. Alors, on sait qu'il y a 3 rookies cette année, Michel, et peut-être que Ayogura, c'était pas forcément celui auquel on pensait en premier. Et finalement, il a été tout à fait exceptionnel en tout point.
Ah oui, oui, il a été, ouais, c'est la surprise du week-end. Il a été, après c'est vrai que son équipe est assez dithyrambique à son égard, dans le sens où c'est un pilote, intelligent et travailleur. Et comme disait, j'ai pas mal discuté avec Brio, il me dit en fait, il a compris dès le départ que le MotoGP c'était compliqué, qu'il y avait beaucoup de choses à comprendre. Donc dès le début, son truc ça n'a pas été d'aller chercher les chronos, mais c'était tout d'abord de comprendre comment les pneus fonctionnent et comment ils se dégradent et comment on peut finir une course dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est quelque chose sur lequel il a beaucoup insisté pendant les tests et qu'il a mis à profit. Hein. Le sprint, on l'a vu, il n'a pas lâché Bagnaia de toute la course. C'était assez incroyable. Et le Grand Prix, voilà, il a cédé à Morbidelli, mais enfin, il décroche une belle 5e place. Et comme tu l'as dit, c'est le premier pilote non Ducati à l'arrivée. Donc c'est vrai que c'est la bonne surprise. On pensait que Bezzecchi, qui avait plutôt été pas mal sur les essais, allait faire une perf. Et ben, du coup, c'est pas lui qui l'a faite. C'est en l'absence de Martin, c'est Ogura qui a porté haut les couleurs d'Aprilia. Ouais, alors d'un autre côté, enfin je sais pas si tu seras d'accord avec moi, Michel, mais c'est quand même relativement positif. Alors encore une fois, avec la réserve que c'est la Thaïlande, que c'est un circuit particulier, que les conditions étaient particulières, mais en tout cas, c'est quand même un signal positif pour Aprilia, parce que Ayogura, qui est un rookie qui débute, qui n'a pas de repère, qui amène l'Aprilia à la 4e place en sprint et à la 5e pendant le Grand Prix. Bezzecchi, qui n'est pas très très loin non plus, qui avait fait des bons essais. Bon, il a raté son départ sur la course sprint, mais finalement, j'ai l'impression que si on parlera de la KTM tout à l'heure, mais j'ai l'impression que si on doit comparer KTM à Aprilia, j'ai l'impression qu'Aprilia semble, en tout cas sur les tests d'avant-saison et sur le premier Grand Prix, avoir nettement progressé par rapport à la KTM, je trouve. Ah bah clairement, l'Aprilia est beaucoup mieux que la KTM. Après, il y a Raoul Fernandez aussi qui était en bagarre dans le top 6 hein, et qui a fait une bonne course jusqu'à ce qu'il il craque à la fin. Alors il dit qu'il a eu un problème de pneu, qu'il sentait plus la moto, il s'est arrêté. Bon, on sait pas trop pour quelle raison. Enfin, si c'est lui ou si c'est la moto, en tout cas, bon, il était aussi performant avec l'Aprilia, donc ça confirme le potentiel de la moto. Après, voilà, bon, encore une fois, c'est un circuit spécifique. Je pense qu'en Argentine, l'Aprilia avec Bezzecchi, elle peut faire très fort. Bezzecchi, il a gagné son premier Grand Prix en MotoGP là-bas. La moto, elle avait gagné avec l'FC Spargaro, si je dis pas de bêtises aussi. Donc, je pense que ça va être intéressant de voir ce que peut faire Bezzecchi en Argentine. Mais voilà, là, on se languit de voir Martin revenir maintenant pour voir ce qu'il pourrait faire avec. Mais c'est sûr que ça sera le premier adversaire. Enfin, en tout cas, Aprilia risque cette année d'être une fois encore le premier adversaire de Ducati, même si les Japonais ont fait des progrès. On va y revenir justement sur les Japonais. Juste pour refermer le dossier Aprilia, on a entendu effectivement les annonces autour de Jorge Martin. Clairement, à mon avis, on ne va pas le revoir avant l'ouverture de la saison européenne à Jerez, non? Ça me semble un peu compromis avant, non? Tu as eu d'autres infos pendant le week-end ou pas, Michel? Bon, moi, je pense qu'on va le revoir. Je pense qu'il sera au Qatar. Après, qu'il fasse la course ou pas, c'est autre chose. Mais à mon avis, il essaiera de remonter sur la moto au Qatar. Ça laisse quand même plus d'un mois. Donc, ouais, à mon avis, c'est sûr que Argentine, Texas, il y aura pas trop d'intérêt. Enfin, Argentine, c'est sûr qu'il sera pas là. Le Texas, ça serait risqué pour ouais, pas en grand plus, chose. ça tourne à gauche. Il est blessé à gauche. Ouais, puis il y a des très très gros freinages. Donc, au niveau voilà, une blessure au scaphoïde, je pense que c'est pas l'idéal. Il y a des gros freinages, des changements de direction rapides. C'est un circuit qui est quand même assez physique aussi. Donc, oui, je pense que s'il doit essayer de revenir, ça sera le Qatar ou après Jerez. Mais en tout cas, voilà. Sa saison, en tout cas, la quête du titre, elle est cuite, on va dire. Oui. Et donc, à partir de là, comme tout le monde lui a conseillé, prends ton temps. Là, il a voulu revenir un peu vite sur une moto et il tombe à l'entraînement, il se massacre l'autre poignet. Donc, là, je pense que en tout cas, ça va lui servir de leçon. Ok. Alors, comme je disais, on ferme le chapitre Aprilia, on ouvre KTM, celui de KTM. Évidemment, on attendait le premier Grand Prix, le premier week-end de Grand Prix de Pedro Acosta. Et finalement, ça ne s'est pas super bien passé pour la pépite espagnole, avec notamment le retour de ses vieux démons, c'est-à-dire une chute en course lors du Grand Prix. Et on a vu les dirigeants de son équipe assez agacés, non ?
Ouais, bah, de toute façon, le week-end était compliqué. Clairement, la KTM voilà, bah, elle subit et l'équipe et les pilotes avec ce qui se passe depuis des mois, cette crise financière qui a mis le développement quand même en mode pause, hein, même si on nous dit que les ingénieurs ont continué à travailler. Ils ont travaillé avec ce qui existait déjà, donc il y a eu des modifs sur des pièces, etc. Mais bon, c'est quand même un peu à l'arrêt. En off, il y a pas mal de gens chez KTM qui disent aussi que d'avoir viré Sterlachini et tous les Italiens, c'est quand même la plus grosse connerie qu'ils aient pu faire. Voilà, parce que la moto s'était mise à fonctionner, il y avait des progrès, etc. Et là, ils ont mis un coup de frein là-dessus pour repartir en arrière repartir avec les ingénieurs autrichiens de la première période du développement qui était quand même un peu laborieux. Donc voilà, c'est pas très enthousiasmant, même si les nouvelles sont rassurantes quant à l'engagement de la marque sur les 2 années à venir. Voilà. Alors, c'est vrai que on va voir comment Acosta gère tout ça. S'il cherche à casser son contrat en fin d'année pour aller ailleurs, mais où Ah, on parle déjà de ça. On parle déjà de. Non, là, c'est Bon. moi qui extrapole, mais on peut imaginer que si la moto progresse pas Oui. et qu'il arrive à rien, après ce que tout le monde attend de lui, je pense que ça risque de l'agacer et qu'il peut peut-être essayer d'aller voir ailleurs, j'en sais rien. Mais là, vraiment, c'est moi qui extrapole, hein, mais c'est sûr qu'il va avoir du mal à supporter la situation si elle évolue pas, quoi. Bon. Et puis, du côté de chez Tech 3, on continue, on va dire, l'apprentissage. Alors, ça a été un peu compliqué en course sprint. Par contre, on peut dire que c'est quand même un très très bon résultat pour Bastianini d'aller chercher la 9e place au terme des 26 tours du Grand Prix, parce que c'était loin d'être une évidence vu les qualifications notamment. Ouais, non, mais en plus, Bastianini le dit, hein, que pour l'instant, cette moto, il n'a pas encore réussi à l'adapter, enfin à s'adapter à elle, lui s'adapter à elle, à ses points forts et ses points faibles. C'est un pilote qui a toujours roulé avec une Ducati en MotoGP, donc voilà, il doit tout revoir. C'est un pilote qui est aussi assez méticuleux, qui a besoin voilà, d'avoir chaussure à son pied pour aller vite. Contrairement à Vinales, qui lui a déjà changé 3 fois de marque, qui est un peu habitué, donc qui est un peu plus patient, même s'il est un peu plus décevant, en tout cas, avec cette moto pour l'instant. Et c'est vrai que la bonne surprise, c'était, comme tu l'as dit, qu'il fasse une fin de course assez remarquable, comme il avait l'habitude de faire avec la Ducati, à savoir qu'il est plus rapide en fin de course qu'au début, quoi. Donc, il fait une belle remontée. Donc, je pense que ça lui a fait plaisir. Comme il a dit, finalement, mes qualités, elles sont toujours là. Ses qualités de finisseur et de savoir exploiter et gérer les pneumatiques. Donc voilà, je pense que ça va lui donner un peu du courage pour faire mieux que ce que les essais, en tout cas les tests hivernaux, laissaient entendre. On parle de nos Français maintenant, Michel. On va évidemment peut-être commencer par la très belle même performance de Johann Zarco hier lors du Grand Prix, 7e à l'arrivée. Il aurait presque pu aller chercher Bezzecchi. Ça nous a valu quelques mots assez fleuris de la part de Lucio Cecchinello au micro de nos confrères de Canal+. Mais globalement, son meilleur résultat ici en Thaïlande. Et puis la confirmation, parce que Mir était devant lui avant de tomber, malheureusement, mais la confirmation que Honda, puisque l'on parle de Honda maintenant, a bien progressé quand même. Bah oui, c'est le meilleur résultat d'une Honda depuis le Grand Prix de Thaïlande 2023. C'est Marquez qui s'était classé 6e. Donc voilà. On sait que la moto, elle fonctionne plutôt bien sur circuit. Mais en tout cas, voilà, il confirme ce qu'il a montré pendant les tests et sur ce qu'il montre depuis la fin de saison dernière aussi. Hein, il y a clairement eu des progrès. La moto, il n'y a pas eu de révolution durant l'hiver, mais on savait que l'an dernier, chez Honda, il y avait eu production de nouveautés énormes qui n'étaient pas forcément testées dans les bonnes conditions. Donc, Albesiano, qui est arrivé cet hiver, essaie de remettre un peu de méthode, un peu d'ordre dans la façon de travailler des Japonais. Pour l'instant, il est plutôt un observateur qu'un homme qui décide, mais bon, on sent quand même qu'il y a des choses qui changent, en tout cas à écouter ce qui se passe dans les équipes, aussi bien l'équipe HRC que l'équipe LCR. Façon de travail qui évolue et les pilotes qui se sentent mieux avec cette moto en entrée de virage notamment. Le moteur est plus facile, il y a une meilleure connexion avec la roue arrière en sortie de virage. Ça manque un peu de puissance au dire des pilotes, d'accélération, de grip aussi, mais globalement la moto est plus facile.
Alors Mir est tombé parce qu'il s'est brûlé, mais sinon il était aussi plus performant, confirmant ainsi ce qu'il avait fait pendant les tests. Donc oui, globalement sur Honda c'est mieux et Johan a fait une très belle course. Hein. Il s'est battu jusqu'au bout et comme l'a dit Lucio, il a bien failli faire la nique à Bezzecchi. Faut dire comme ça, hein. C'est pas grossier ça. Faut que tu lui apprennes à dire claquer des bretelles. Je pense que ça sera parfait. Ça. Mais tiens, par contre, il y a dans le discours de Johan, je sais pas comment toi tu le perçois, j'ai l'impression qu'il est maintenant, il fait plus attention quand même aux performances de Mir et de Marini. Autant l'an dernier, il était régulièrement devant eux, autant là, tu vois, aux essais, il a été un peu devancé par Mir. En début de course, il était derrière lui. J'ai l'impression qu'il se focalise un petit peu plus sur ce que fait le HRC, alors que l'an dernier, il y avait pas vraiment de discussion autour de ça. Tu crois que ça peut peut-être par la suite l'agacer si Mir notamment vient régulièrement jouer avec lui ou même le devance? Ouais, écoute, ce que tu dis est assez juste. Je trouve aussi que même s'il le dit pas clairement, mais si on lit un peu entre les lignes, on sent qu'il s'agace un peu. Dès que Mir est devant lui, son discours devient un peu plus négatif. Donc je pense qu'effectivement, il faudrait pas, et ça serait une erreur pour lui de se focaliser là-dessus. On sait qu'il est attaché à cette idée d'être le fer de lance de Honda. Je vais refaire les 8 heures. Je veux compter pour Honda. Quand Honda lui a demandé de venir cet hiver en Thaïlande pour un peu filer des conseils à Chantra, il a répondu présent. Donc il est très, il a vraiment envie d'être au centre du projet, peut-être, non? D'être au centre du projet pour aussi poursuivre sa collaboration, prolonger son contrat de 2 saisons, parce que pour l'instant, le contrat n'est pas signé. Donc, c'est vrai qu'il se focalise beaucoup là-dessus. Et je pense qu'il faut qu'il fasse attention comme on vient de le dire, de pas trop se focaliser. Si Mir a été champion du monde, Mir, c'est pas un mauvais pilote. L'an dernier, il était perdu depuis 2 ans. Qu'il retrouve son niveau, c'est plutôt bien. Ça veut dire que la moto fonctionne mieux. C'est pas pour ça que il ne doit pas considérer que ça lui enlève quelque chose si un autre pilote Honda va vite. Au contraire. Mais c'est vrai que de se focaliser sur cette guerre en interne, je pense que c'est pas ce qu'il a à faire. Ouais. Bon, on va voir, on va suivre tout ça. Alors, on va parler évidemment maintenant de Fabio. Alors, Fabio, on va dire week-end mitigé parce que il avait fait naître une certaine attente à son résultat en sprint. Et puis hier, pour le Grand Prix, tout s'est mal passé visiblement. Tu as eu les explications, les tenants et les aboutissants au final? Non, hier soir, il n'y avait pas d'explication. Ce qu'il a dit, c'est que les 3 premiers tours, son pneu arrière manquait de grippe, la moto, il la sentait plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on analyse tout ça. Pour l'instant, il n'y a pas eu en tout cas, moi, j'ai pas eu d'infos là-dessus. C'est vrai que c'était un peu incompréhensible parce que Miller était beaucoup plus performant sur le début de course, hein, d'ailleurs, et qu'il avait fait un bon sprint. Après, bon, dès les essais, on savait que ça allait être compliqué avec l'allocation automatique Michelin qui correspondait pas très bien aux qualités et aux besoins de cette Yamaha. Donc, il savait que ça allait être un peu un week-end difficile. La température élevée de la piste n'a pas aidé. Donc, voilà, le sprint était encourageant. Après, s'il y a eu un problème sur la moto dimanche, ça n'enlève rien aux progrès quand même globaux de cette moto. Hein. Donc, à confirmer, à voir ce que ça va donner sur les courses qui arrivent. Après, ce qui est positif, c'est que ça permet aussi aux pilotes comme Fabio de pouvoir juger du vrai potentiel parce que, comme tu l'as dit, Miller était devant avec la Yamaha. Alors, on a entendu Fabio qui disait ouais, mais lui, il a vraiment tout débranché pour faire sa perf. Autrement dit, il s'est pendu pour faire le chrono en qualif, etc. Mais en tout cas, le discours va peut-être aussi changer par rapport au matériel et à la moto, sachant que maintenant, il y a 2 autres Yamaha et que visiblement, quand elles sont performantes, ça doit un petit peu, je dirais, lisser les commentaires négatifs. Non, c'est à la fois du bon et ça va aussi le remettre un petit peu pas en cause, mais un petit peu en question, voir son analyse peut-être, non? Non, en tout cas,
on a parlé de la bonne surprise d'Ogura. Pour moi, Miller, ça en est une autre. Depuis cet hiver, honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi performant avec la Yamaha. Déjà, bon, on pensait que l'an dernier, il était quand même un peu démotivé, en perte de vitesse, habitué à rouler avec des V4. Là, en plus, il a un discours positif par rapport à ce moteur de la Yamaha, que tout le monde accuse d'être la raison des difficultés de cette moto. En fait, il dit que lui, un 4 en ligne ou un V4, ça fait pas de différence. Il dit que cette moto, elle a des qualités, elle a des défauts comme d'autres. Mais c'est vrai que ce qu'il fait avec, c'est plutôt encourageant. Et c'est bien aussi, et d'ailleurs, ça, Fabio le souligne, c'est bien qu'il y ait un pilote rapide parce que Rins est à la rue complet. Il a toujours une jambe cyclodique. Il dit que sa jambe le gêne pas, mais bon, alors si c'est pas la jambe, c'est quoi? Parce qu'il est vraiment, il est plus au niveau, hein, clairement. Oliveira a beaucoup de mal, lui aussi, à se remettre un peu dans le rythme. Donc aujourd'hui, c'est un peu Miller qui va un peu, je vais pas dire rouspiller Fabio, mais en tout cas qui lui donne des raisons de se comparer. D'ailleurs, Fabio l'a dit, à Sepang par exemple, il s'est comparé. Il y avait des virages où que Miller négociait mieux, ça lui a permis de se rendre compte de ce qu'il faisait bien, moins bien, ce qu'il pouvait améliorer. Idem en Thaïlande, donc c'est plutôt bien pour lui. Après, là encore, on connaît les pilotes, c'est l'ego, c'est dès qu'il y a un pilote avec la même moto qui va plus vite, c'est bien qu'il va aller vite parce qu'il m'aide, mais c'est quand même mieux si moi je vais plus vite. Donc il y a faut toujours un peu tempérer les commentaires et lire un peu entre les lignes à chaque fois, quoi. Ouais, surtout que lui a le statut de pilote officiel, alors que Martin, même s'il a Miller, il a le même matériel. Globalement, il est dans l'équipe satellite, donc forcément, c'est toujours un peu du poil à gratter. Après aujourd'hui, honnêtement, les 4 pilotes Yamaha sont sous contrat Yamaha et les 4 motos sont identiques. Il y a vraiment une volonté chez Yamaha de faire comme Ducati a fait. Avec Pramac, voilà, Pramac a conservé son statut avec Yamaha, le statut qu'il avait chez Ducati, c'est-à-dire c'est même moto, même matériel, même soutien. Voilà, c'est l'idée aussi de progresser en A4 et non pas d'avoir une équipe qui sert simplement à financer l'équipe officielle. Ouais. D'accord. Donc il y a pareil, il y a de la synergie, il y a de l'échange de données et les commentaires sont mis en commun. Et les motos sont identiques, c'est surtout ça qui est important. Alors, avant de terminer ce premier débrief de la saison 2025 en ce qui concerne les courses, Michel, moi je voudrais avoir ton avis. Je voulais pas en faire une polémique et je voulais pas débuter par ça, mais je trouve quand même dommage ce à quoi on a assisté dimanche, à savoir que Marquez, il était parti pour mettre un boulevard à tout le monde. Il est obligé de s'arrêter, tu m'as compris, mais de couper, parce qu'il faut gérer cette fameuse pression pneumatique. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est un petit peu contre nature par rapport à ce qu'on demande à des pilotes de vitesse? Et est-ce qu'il n'y a pas... Comment ça a été perçu dans le paddock? Est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, un petit mouvement qui dit, bon, bah, maintenant, il faudrait peut-être qu'on trouve une autre solution? Parce que là, c'était vraiment trop flagrant, quoi. Il avait 2 secondes ou 3 secondes d'avance sur son frère. Il a coupé, il a attendu, il est resté derrière. Et puis, il est passé quand il a voulu à 3 tours de la fin. Je dirais que c'est presque antinomique par rapport à ce qu'on demande à des pilotes de Grand Prix et des pilotes de vitesse, non? Alors écoute, là, je vais pas du tout d'accord avec toi. Pour moi, je dirais les pneumatiques. Non, mais ça fait partie de la course. Il y a une raison. Cette règle a une raison, c'est qu'on demande aux équipes il y a une pression minimum qu'on doit respecter, parce que si on descend trop bas trop longtemps, on risque de casser le pneu et ça peut être dangereux pour le pilote. Donc aujourd'hui, il y a en l'occurrence Michelin. Alors peut-être qu'on reprocher à un manufacturier de pneumatiques de ne pas être capable de faire un pneu qui ne varie pas de pression, qui ne varie pas de température, mais c'est des éléments mécaniques qui sont soumis à de telles contraintes, que ce soit les freins, les pneus. Là, il y a un moment donné, il y a une limite à la sécurité. Donc la pression des pneus, c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Si Ducati est parti avec une pression trop basse, parce que ils n'ont pas anticipé que la température, samedi après-midi, on a 60 degrés au sol, ou 59, on en a 10 de moins le dimanche, ils partent avec la même pression initiale. La pression minimum, c'est alors ça varie un peu selon les circuits et les conditions, là c'était 1,8 tout rond. Donc il faut faire 60% de la course au-dessus, enfin en tout cas 1,8 ou au-dessus, mais pas en dessous. C'est-à-dire qu'on peut faire 40% des tours à 1,7 ou 1,6, mais il faut faire les 60% au-dessus. Donc Marquez, il part, la pression elle est basse,
il pense qu'elle va monter plus vite parce qu'il va faire plus chaud. Il se rend compte. Après, c'est aussi, je veux dire, et Marquez, il a été super intelligent parce qu'il s'est rendu compte que sa pression était trop basse. Parce qu'aussi, Ducati, ils ont un système qui permet d'alerter le pilote là-dessus. Donc, il s'est dit, bon, il faut que je la fasse remonter. Ça avait été déjà le cas, je ne sais plus sur quel Grand Prix l'an dernier, il avait dû se remettre derrière Didier Antonio pour faire monter sa pression. Il avait passé. C'est aussi l'intelligence du pilote d'avoir à gérer tout ça. C'est sport mécanique. C'est si on prend la F1, ils ont 50 000 paramètres à gérer. À prendre en compte, il y a des ingénieurs qui leur parlent. Pour moi, ça fait partie de ce sport. Je veux dire, c'est pas. C'est un paramètre de la course. Voilà. Ouais, non, mais après, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Il y a des paramètres à gérer, ok. Mais là, tu sens bien que c'est un paramètre qui, finalement, joue sur la performance, je dirais, dans le mauvais sens du terme. En F1, effectivement, comme tu le dis, ils ont 50 millions de paramètres, machin, mais c'est toujours pour aller dans le sens de la performance. Là, finalement, on régresse. Et puis, ce qui est surtout surprenant, c'est que lui est obligé de réduire un petit peu, entre guillemets, la voilure. Devant, c'est son frère qui mène. Il n'a jamais eu de problème de toute la course. Bagnaia, il est tout seul. Il n'a jamais eu de problème. Alors, est-ce qu'il est parti ? Et forcément, il a dû partir avec une pression plus élevée. Mais, exactement. Voilà, mais je trouve ça un peu dommage dans l'esprit même du sport. Tu vois ce que je veux dire ? Bah écoute, ouais. Après, je remets pas en cause le côté sécuritaire, c'est normal. Je veux dire, ça, il y a pas de souci. Et c'est pas du tout une attaque vis-à-vis de Michelin ou quoi que ce soit. C'est simplement dans l'esprit. Non, mais Eric, après, sinon, il faut limiter la puissance, il faut limiter. Alors, on dit on enlève les aéros, et sinon, on fait une coupe de marque, on fait du Moto 2, il n'y a pas de problème, les motos vont moins vite. Voilà, à partir du moment où tu as des machines, c'est des vrais prototypes, tu as des ingénieurs. Aujourd'hui, chez Ducati, tu as 30 mecs qui bossent sur l'intelligence artificielle pour faire de la modélisation. Enfin, je veux dire, c'est énorme, quoi. C'est du développement, c'est des prototypes, encore une fois. Donc tout est soumis au maxi, aux contraintes. Donc c'est à un moment donné, voilà, ça fait partie. Sinon, si tu veux, enfin, je pense que si on veut qu'il n'y ait pas de problème sur ces pneus, à ce moment-là, on va leur dire, vous partez avec une pression initiale de 1,8, vous descendez pas en dessous au début pour pas que ça monte, et après. Le pneu, il va prendre trop de température, il va pas trop de pression, les pilotes pourront plus doubler, ce qui est déjà le cas. Mais après, sinon, on fait quoi ? Il faut faire ralentir les motos, ou alors il faut trouver un manufacturier capable de faire des pneus magiques qui vont pas prendre de température. Non, mais je comprends. Voilà. Non, mais si tu veux, encore une fois, ça c'est pas du tout une attaque vis-à-vis du manufacturier, en l'occurrence Michelin. Non, c'est pas ça. C'était ça le même problème. Voilà. C'est pas un problème de marque. Ouais, voilà. On voit bien que Pirelli en Superbike, ils n'arrivent pas à faire des pneus ils sont obligés de faire un arrêt au stand équivalent parce que leurs pneus ne tiennent pas la course. Donc là, à un moment donné, il y a des limites. Il y a des limites de matériel, de matériaux qui font que on n'encaisse pas les contraintes que la machine provoque, quoi. Okay, c'est vrai que ces contraintes, elles n'existaient pas. Elles existaient certainement. Elles existaient pas, on n'en parlait pas en tout cas tant qu'il n'y avait pas d'aéro. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'aéro met une telle pression. Il y a un tel appui dans les virages, sur les freinages. C'est monstrueux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je sais pas. Revenir en arrière. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. On verra. Bon, ça nous laisse encore 2 ans, mais on verra en 2027, puisque normalement la part de l'aéro sera moins prépondérante, on va dire ça comme ça, et notamment sur la charge du train avant. Et on verra effectivement ce qu'il en ressort à ce niveau-là. Il y aura de gros changements en 2027, mais on en parlera ultérieurement. Bon, écoute Michel, je te remercie de ta disponibilité. On va te laisser te reposer, puisqu'il y a quoi ? Il y a 6 heures de décalage en plus, hein, c'est ça ? Et donc il commence à faire beaucoup là. Et puis, on va te souhaiter un bon retour en Europe avant de repartir en Argentine. Donc là, ça va être un coup double au niveau du décalage horaire. Nous, avant de se quitter, on va rejeter un coup d'œil juste sur les résultats. Donc, la course sprint, vous l'avez vu. Donc, c'était Marc Marquez devant son frère Alex Marquez et Pecco Bagnaia.
Et puis bis repetita le lendemain pour le Grand Prix avec Alex Marquez, toujours derrière son frère, et Francesco Bagnaia. Au niveau du classement provisoire de ce championnat, là, il n'y a pas de souci, c'est bien Marc Marquez qui est aux avant-postes avec Alex Marquez et Francesco Bagnaia. Et vous le voyez, ensuite, on a Morbidelli et Ayogura, donc la surprise de ce week-end en 5e position. Et du coup, Johann Zarco est pour l'instant 8e de ce championnat. Voilà. Le prochain rendez-vous, Michel, c'est l'Argentine, on l'a dit. Donc, on se retrouve dans une semaine et demie maintenant. Et n'oubliez pas, le vendredi soir, un débrief en live après la première séance d'essai qui correspond aux pilotes qualifiés directement pour la Q2. Merci Michel, bon retour parmi nous. Tu rentres quand d'ailleurs ? Tu rentres ? Demain. Ouais, je vais rentrer quand même. Ouais. Merci beaucoup Michel. Et puis nous, on se retrouve dans une semaine et demie, comme je vous le disais, avec le live dès le vendredi, après la séance qui donne les qualifiés pour les 10 premiers en Q2. Voilà, merci de nous avoir suivis. Bonne soirée et n'oubliez pas, abonnez-vous. Talkback GP, c'est une émission de la chaîne Fastlane TV que vous trouvez sur YouTube. Vous allez avoir le QR code, vous le scannez, vous vous abonnez et comme ça, vous ne raterez rien de nos prochaines publications. Bonne soirée!